Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Il y a quoi dans l'actualité politique? Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour Elvis et Fallon. Ça va? Bonjour. Tu sais que l'actualité du week-end a été... Bonjour, dans l'émission là. Comment? L'émission des bonjours. Vous aimez le bonjour? Oui, il faut saluer au moins. C'est la moindre des choses. Mbolo Samba, voilà, tu vois. Non, le week-end a été dominé par quand même une grande actualité, si on peut dire ça ainsi, concernant la célébration des 15 ans du décès d'Omar Bongo. Oui. Vous savez que depuis 2009, c'est un rituel pratiquement, on va dire, républicain. Même sur Ali Bongo, ça se célébrait. Quoique cette année, on a quand même constaté qu'il y avait un plus grand engouement dans la mesure où il y a eu des célébrations aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, notamment à Franceville. Il y a eu le déplacement du président de la transition à Franceville, notamment pour la messe qui a été organisée à cet effet à la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville, mais également l'hommage rendu à Omar Bongo à son mausolée, qui est également dans la même ville. Et cela traduit quelque part l'idée qu'il y a beaucoup qui sont très nostalgiques de l'époque d'Omar Bongo. Et d'ailleurs, ça a été encore un peu plus marqué par, on va dire, la conférence qui a été animée dans une salle au nord de Libreville, notamment dans la commune d'Akanda, où on a pu voir un écrivain congolais du moins présenter l'ouvrage qu'il a commis sur Omar Bongo, dans le but de présenter la vision politique de ces derniers et de pouvoir mettre en exergue l'idée qu'Omar Bongo a toujours été quelqu'un qui était soucieux de l'unité, qui était soucieux de la paix. D'ailleurs, on l'appelle d'ailleurs le pacificateur. On se rappellera qu'il y a quelques années avant sa mort, il avait été fait prix Himalaya pour la paix. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ce souvenir-là qui reste vivace si on tient compte de ces festivités, si on tient compte de tout ce qui tourne aujourd'hui, même autour de la transition, parce que quand vous regardez bien, ce n'est pas la première fois que le président de la transition est allé s'incliner sur le mausolée d'Omar Bongo. Dès sa prise de fonction, c'est l'une des destinations qu'il a eu à prendre, notamment en rendant hommage à Léomba, en rendant hommage à Rose Francine Rogombe, Omar Bongo et tous ceux, j'en passe, Pierre Mamboundou, André Mbaobam par la suite. Donc, il est dans une situation où il met en avant l'idée qu'il faut célébrer les personnes qui ont marqué l'histoire du Gabon. Donc, il a une conscience mémorielle importante. On l'a vu dernièrement avec la rénovation du square de Tchoréré, qui se trouve du côté de la zone de rénovation. On a pu voir qu'il y a vraiment cette idée-là de pouvoir célébrer les personnes qui ont marqué l'histoire aussi bien politique anticoloniale du Gabon, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'on ait en mémoire l'idée que nous n'avons qu'un seul pays, le Gabon, et que nous devons plus ou moins mettre en avant les traits qui ont été les meilleurs de ces personnes-là concernant Omar Bongo. Je pense, parce que beaucoup disent que le président de la transition se réclamerait être un héritier politique de par les gestes qu'il pose d'Omar Bongo, qu'il a pour lui, Omar Bongo a été un modèle. Bon, ça peut se comprendre par le nombre d'années passées aux côtés de ces derniers, dont il a été aide-camp. On comprend bien qu'il a fortement été influencé par la manière de gérer les affaires publiques de ces derniers. Et aujourd'hui, avec l'engouement qu'on a pu constater, on se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup et énormément de Gabonais, au-delà de la seule sphère de la famille Bongo, notamment Pascaline Bongo, qui était présente lors de la conférence dont j'ai parlé plus haut, qui est la présidente de la fondation Omar Bongo Ndimba. Ça veut dire que cette fondation, elle veut garder en mémoire le souvenir d'Omar Bongo, qu'on continue à le célébrer, qu'on continue à avoir en idée que ce dernier a fortement impacté la vie politique du Gabon. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. 42 ans chef d'État, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc on comprend bien que
Non, il n'y était pas. Tu peux poser la question à haute voix. Je ne crois pas qu'il y soit allé. En tout cas, les photos que j'ai pu regarder ou quelques images que j'ai pu voir, il n'y était pas. Mais on sait qu'il y a eu Pascaline Ferry-Bongo qui était là. Il y a évidemment Junior Bongo qui était là. Il y a eu également sa sœur qui était également Yacine Bongo. Et plusieurs membres de la famille Bongo qui étaient présents. C'est la même chose qui s'est passée du côté de Franceville. C'est pratiquement les mêmes. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où ça crée quand même aussi de la discussion au quartier parce que beaucoup de gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi on continue à célébrer avec autant de, je n'ai pas envie de dire de bruit, mais avec autant d'éloges Omar Bongo, quand on sait que pour beaucoup de Gabonais, l'ambition, c'est de pouvoir tourner la page des bongos. C'est la grande question et la grande discussion qui circule. Parce que lorsque vous parlez de cela, chacun vous dit « Ouais, on veut chasser les bongos, mais d'un autre côté, on célèbre Omar Bongo. » Est-ce qu'il n'y a pas une certaine antinomie? Mais maintenant, il faut savoir qui a organisé. Est-ce l'État? Est-ce la fondation Omar Bongo? Est-ce la famille Bongo? Donc, c'est autant de questions qu'on peut se poser, mais le fait que le président de la transition s'y soit rendu donne quand même une caution que l'État a quand même pris une part active dans l'organisation de ces commémorations. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, cette question existe. Est-ce qu'on est vraiment dans l'heure de la rupture avec les Bongos ou on est dans l'esprit de pouvoir se souvenir on va dire, de la qualité d'homme d'État d'Omar Bongo? Parce qu'il faut faire une distinction entre Bongo en tant que personne et Bongo en tant qu'homme d'État. C'est vrai que le dire, ça peut paraître antinomique, mais il y a ces deux personnes. Est-ce qu'il y a des choses dans le système de gouvernance qu'Omar Bongo a eu à mettre en place de 68 à 2009, des choses qui peuvent faire en sorte qu'on reconnaisse en lui un certain leadership? Certainement, quand on voit ces évolutions qu'il y a eu sur le plan social, même en termes de développement, c'est vrai, on le dira, ça n'a pas été à la hauteur des moyens ou de ce qu'il avait comme budget à disposition, mais on sait quand même dans quel état le Gabon était en 1968. En 2009, on sait aussi quel était l'héritage laissé. Donc, à partir de là, il faut commencer peut-être à analyser, à voir dans cette célébration ce qui peut attirer les Gabonais à se souvenir pleinement d'Omar Bongo. Il y a aussi le fameux legs qui a toujours été prôné par les uns et les autres, celui de la paix. On a quand même eu un pays suffisamment stable pendant les années d'exercice du pouvoir d'Omar Bongo, où il avait fait de la paix son leitmotiv par rapport au fait qu'il fallait que les Gabonais soient en paix d'abord avec eux-mêmes et avec les autres nations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a énormément travaillé à créer un tissu ou l'embryon d'une nation où on aurait pu les clivages nord, sud, est, ouest et que toutes les ethnies se mettent ensemble pour construire le Gabon. Et beaucoup de gens, on peut quand même se souvenir que jusqu'aux années 60-70, c'était difficile de voir quelqu'un du Nord aller épouser une femme du Sud. Mais tout le long du magistère d'Omar Bongo, on a vu quand même les brassages en termes de relations matrimoniales commencer. Et aujourd'hui, ça continue. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été construit. Il y a quand même un lait qui a été fait. Et cela fait qu'aujourd'hui, on a besoin, pour ceux qui sont plus ou moins reconnaissants envers l'homme d'État qu'il a été, ils ont besoin qu'on le reconnaisse, qu'on ne l'oublie pas, parce qu'il aura marqué vivement la nation gabonaise. Ensuite, il y a l'actualité concernant le démenti du ministre de la Justice en rapport avec la rencontre dont on a parlé vendredi dernier également, où Jeune Afrique a fait sortir une communication disant que le président de la transition avait eu une rencontre secrète avec Sylvia Bongo, Noureddine Bongo Valentin, mais également par téléphone Ali Bongo et Pascaline Bongo. Et là, ce qui est dit, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une information juste et ce n'est même pas quelque chose qui se serait produit. Et le ministre de la Justice a eu à mettre en idée que il faudrait qu'aujourd'hui, tous ceux qui propagent des informations comme celle-là se rappellent qu'il y a un cadre légal au Gabon. On ne saurait parler avec des détenus ou des gens qui sont poursuivis par le ministère public hors
des endroits indiqués, notamment la prison ou devant un juge d'instruction. Et à partir de là, il est impensable que le président de la transition se soit rencontré avec Sylvia Bongo et son fils sans que le parquet ne soit informé. Pourquoi Jeune Afrique a partagé l'information? Certainement qu'il y a beaucoup plus une volonté d'amener les autorités à communiquer sur ces cas-là. Parce qu'il faut savoir qu'on est quand même dans une situation où Ali Bongo est toujours dans l'esprit de pouvoir revendiquer la libération de sa famille. Il a d'ailleurs entamé une grève de la faim le mois dernier. On ne sait pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais on sait qu'il avait entamé une grève de la faim. Ça a été annoncé. Mais de cela, il faudrait bien qu'il y ait des communications peut-être régulières. Il y ait quand même la suite des événements. Où en sommes-nous avec les enquêtes menées? Parce que la question du jugement de Sylvia Bongo et de Noureddine Bongo tient quand même à cœur les Gabonais qui voudraient savoir quel est le sort qui leur est réservé pour qu'on tourne une bonne fois cette page-là. Mais surtout aussi parce que quand on regarde un peu la communication gouvernementale et même au niveau du palais, les conférences de presse ont disparu. Donc, il faut peut-être aller tirer les verres du nez de certaines personnes et donner des informations. Ils pouvaient rentrer en contact avec le ministre de la Justice? Certainement qu'ils sont rentrés en contact et qui n'ont pas eu de retour. Mais je n'en sais rien. Mais s'il y a un démenti, c'est que le ministre de la Justice a forcément mené une enquête pour vérifier si cela s'est effectué, s'il y a eu réellement une rencontre entre les deux parties. S'il fait une communication pour dire qu'il n'y a jamais eu cette rencontre, on ne peut que croire que c'est le meilleur canal pour pouvoir parler de ces questions-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi ce mutisme-là qu'on dénonce au niveau de l'exécutif au Gabon. Plus personne n'informe les Gabonais de ce qui se fait. On constate juste des actions qui sont posées. La parole du président de la transition n'est plus partagée au grand nombre, comme ça, on a voulu le faire dès le départ. Ni le porte-parole de la présidente de la République, ni le responsable en communication de la présidente de la République ne prend plus la parole pour pouvoir situer les faits, comme ça se faisait d'antan. Maintenant, après, on verra, peut-être cette sortie aussi va permettre de reformer, bien de booster un peu plus cette communication et faire en sorte que aussi bien l'international que les Gabonais soient informés de ce qui se passe en ce qui concerne tout ce qui tourne autour de ces questions-là. Et même le porte-parole du gouvernement devrait également s'exprimer sur le sujet. Mais après, ça peut être un marchandage d'un journal qui voudrait qu'on le lise, ou bien, comme on le dit souvent. Oui, mais après, si c'est une fausse, si c'est une fake news, est-ce que derrière les autorités gabonaises ne peuvent pas remettre en question les informations du magazine? Bon, tu sais déjà que Jeux d'Afrique avait déjà eu maille à partir avec la justice gabonaise, du moins sur cette question des informations parfois qui ne sont pas exactes. Notamment, je crois, au mois de mars, si je ne me trompe pas, au mois de janvier, c'était toujours sur le cas de Noureddine et Sylvia, où Jeune Afrique avait déjà dit qu'ils étaient sortis, bénéficié d'une sortie de prison et qu'ils étaient gardés au palais. Entre-temps, ce n'était pas vrai. Il y avait eu un démenti. Maintenant, après, est-ce qu'il n'y a pas une surenchère derrière? Rien ne nous prouve le contraire, mais non. Il faut voir comment les informations vont se développer d'ici là et voir si réellement il y a des tractations entre les autorités gabonaises et la famille Bongo pour pouvoir arriver à être dans une posture où on va peut-être arriver à une libération ou à une condamnation ou à une rétrocession d'un certain nombre de biens de la famille Bongo à l'État. Bon, la situation est là. Il faut maintenant que la justice fasse son travail et que finalement le peuple gabonais soit informé par les canaux qui sont normalement dédiés. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Il est exactement 10h. On va écouter l'horoscope des auditeurs et on se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h pour le réveil matinal avec de l'énergie, la musique et la bonne humeur. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.